La pilule reste le contraceptif le plus répandu en France, avec près de 40% d'utilisatrices. Mais d'autres moyens de contraception existent, stérilet, implants, patch, anneau vaginal. Quels sont les avantages et les inconvénients de ces différentes méthodes? Faut-il se méfier des hormones? Comment bien choisir en fonction de son âge, de sa santé et de ses besoins? Pour répondre à toutes vos questions, deux spécialistes, le docteur Marie-Laure Brival, qui est gynécologue obstétricienne à la maternité des Lilas. Bonjour. Bonjour. Et puis Alice Roch, qui est sage-femme, sexologue et présidente de l'ANSFO, les sages-femmes orthogénistes spécialistes de la contraception. Bonjour. Bonjour. Avant d'abord, quelques explications sur ce cycle qui dure en moyenne 28 jours. Oui, que se passe-t-il, Régis? On va regarder ça effectivement d'un petit peu plus près. Donc effectivement, vous l'avez rappelé, un cycle qui dure 28 jours. Vous avez ici l'utérus, les ovaires. On va s'approcher de tout ça pour voir ça d'un petit peu plus près. Alors en fait, sur ces 28 jours, vous imaginez qu'il y a deux phases, les 14 premiers jours et puis les 14 jours suivants. Jusque-là, tout va bien. Les 14 premiers jours, c'est ce qu'on va voir sur l'animation. On est au niveau ici de l'ovaire et vous allez voir qu'il va y avoir les 14 premiers jours une maturation de certains ovocytes, et voilà, hop, un ovocyte qui est expulsé. Pendant ce temps-là, dans cette première phase, on a eu le corps qui a été inondé d'œstrogène, et puis on va voir cet ovocyte qui est parti. On va regarder ça juste après. On le retrouve ici, ce petit ovocyte là qui va descendre, qui va arriver juste au niveau de l'utérus en attendant un éventuel spermatozoïde pour une fécondation. Et pendant cette période-là, je vous ai dit tout à l'heure, on est dans la première phase en oestrogène. Là, à partir de maintenant, on va être en progestérone. Progestérone pour progestatif pour la gestation. C'est-à-dire qu'entre autres, cette progestérone, donc, qui est une hormone, va avoir entre autres comme rôle d'épaissir ici la paroi interne de l'utérus pour faire un petit nid, pour accueillir cette fécondation. Si jamais il n'y a pas cette fécondation, il n'y a pas eu de spermatozoïde, à ce moment-là, tous ces hormones s'arrêtent et puis on a ici, je vous avais parlé d'un épaississement de la paroi utérine, évidemment tout ça à partir et c'est ça qu'on appelle les règles. Et c'est sur la connaissance de cette physiologie de l'appareil génital féminin que les différentes méthodes de contraception ont été mises au point. La pilule œstroprogestative agit à 3 niveaux. Absolument. Alors là, je ne vais pas attendre parce que j'ai relancé par accident l'animation. Agit à 3 niveaux, soit au niveau de l'ovaire, voilà, on y est. Soit au niveau de l'ovaire, ça va bloquer la formation des ovocytes, on l'a vu tout à l'heure. Deuxième façon d'agir, c'est en empêchant ici l'augmentation de cette paroi utérine pour empêcher la nidification. Et puis troisième, ici au niveau du col, on va avoir un épaississement du mucus. Le mucus, il faut l'imaginer en fait comme quelque chose, comme une barrière physique qui empêche la pénétration des spermatozoïdes. Ça, c'est pour l'œstroprogestatif. On a aussi éventuellement la ligature des trompes. Là, vous avez vu tout à l'heure la migration de l'ovocyte ici, de l'ovaire vers l'utérus. Et bien évidemment, si je clippe ou si je fais une ligature, évidemment, les ovocytes ne pourront plus passer. Voilà, puis beaucoup d'autres méthodes, on en parle tout de suite. On nous demande à partir de quel âge et jusqu'à quel âge on peut prendre une contraception. Tant qu'il y a un risque de grossesse, la contraception est de mise. Après, on va juger des indications et des contre-indications en fonction des femmes. Et à partir de quel âge? On peut commencer la pilule dès la puberté, dès qu'on est en situation d'être enceinte à la suite d'un rapport sexuel. D'accord. Y a-t-il Oui. Ou alors pour certaines jeunes filles chez qui les règles sont super douloureuses, il peut arriver de prescrire un œstroprogestatif à la puberté. Pas une contraception, mais du coup pour calmer les douleurs. Oui. Est-ce qu'il y a une contraception naturelle ou bio? Est-ce que ça existe? Est-ce que vous pouvez préciser votre... Alors ça, c'est la question qu'on pose. Non, je plaisante, évidemment. Une Les pilule hormones bio, s'il vous plaît. Non, je ne connais pas, puisque le principe même de la pilule, c'est une association hormonale ou des hormones seules. Mais voilà, la pilule bio, non. J'imagine que des patientes vous demandent ça, des contraceptions naturelles. Oui, il y a des méthodes naturelles et il y a des femmes qui s'en sortent très bien avec leurs méthodes naturelles. Principalement observer la consistance de leur glaire cervicale. Mais bon, il faut être hyper à l'aise avec son corps et c'est pas une contraception efficace pour plein de femmes. C'est vraiment assez marginal, je trouve. Et la méthode de Gino qui a un peu peuplé la planète de bébés, ça se fait encore ou Oui, ça se fait encore. Les méthodes sur les températures, c'est ça? Et ça continue à être d'une efficacité relative? Il y a toujours une efficacité relative, bien sûr. Oui, je pense que certaines femmes peuvent utiliser ces méthodes naturelles. Il ne s'agit pas du tout de pilule, il s'agit d'approcher son corps au plus près et de le sentir, de l'étudier et de faire une contraception en fonction de ça.
Les femmes qui maîtrisent très bien cette contraception, il ne faut pas négliger. Il ne faut pas dire c'est inutile ce que vous faites. Ça, c'est pas vrai. Je pense qu'il y a de réels. D'ailleurs, la transition démographique en France s'est faite avant même l'arrivée de la pilule. Donc, il y avait bien des méthodes de contraception, comme le retrait, qui est une méthode naturelle. Il y a la surveillance de la glaire. Il y a ces choses-là. Donc, elles ne sont pas recommandées dans première intention. Mais quand on a des cycles réguliers et qu'on se connaît bien, je pense que ce n'est pas. Il ne faut pas mépriser les femmes qui utilisent ou les couples qui utilisent ce type de contraception. Non, mais il ne faut pas avoir une contre-indication à une grossesse, quoi. Il ne faut pas avoir un risque à avoir une grossesse. Voilà. Absolument, bien sûr. Quelle contraception quand on est atteinte d'endométriose ? La seule contraception intéressante, c'est des contraceptions hormonales qui vont effectivement bloquer le cycle, ce que vous avez expliqué tout à l'heure. Et la pilule œstroprogestative est parfaitement indiquée, de même que l'implant contraceptif en deuxième intention, voire même en première intention. Tout ce qui va entraîner une diminution du fonctionnement ovarien et du fonctionnement et de la stimulation de l'endomètre va être efficace dans l'endométriose. Si vous voulez en savoir plus sur l'endométriose, la semaine prochaine, on a tout un in vivo, toute la semaine sur l'endométriose, qui est très très intéressant. Elisabeth a 30 ans, elle est nullipare, étant souvent anémiée et ne voulant plus d'hormones, est-ce qu'elle peut bénéficier du stérilet au cuivre? Avec quels effets secondaires? Si elle était... Vas-y. Souvent, le fait d'avoir un stérilet au cuivre peut majorer les saignements pendant les règles, mais ce n'est pas le cas pour toutes les femmes. Donc, je pense que si pour elle, le stérilet au cuivre, c'est la meilleure solution, malgré cette histoire d'anémie, il faut qu'elle essaye et qu'on contrôle son taux de fer pour se rendre compte de si ça a un impact. On voit à l'écran, là il y en a plusieurs stérilés, donc c'est quelque chose qu'on insère dans l'utérus, dans le petit triangle que vous avez vu tout à l'heure et qui empêche effectivement l'annulation et la fécondation. Sandra demande quelle est l'implication de la contraception hormonale de longue durée dans le développement des cancers gynécologiques, un sujet qui inquiète, qui explique notamment en partie une certaine défiance vis-à-vis des hormones aujourd'hui. On en est où ? C'est vrai que c'est une vraie question. Sur la question de la pilule, le point sur lequel il y a encore des hésitations, c'est le cancer du sein. Le cancer du sein, c'est vrai qu'une imprégnation hormonale sur le long cours, on peut se demander ce que ça peut faire sur les cellules glandulaires mammaires, dans l'excès de multiplication et soit amorce une situation cancéreuse ou favorise un développement accéléré d'un cancer débutant. Sinon, sur les autres cibles, les ovaires, les hormones, la pilule serait plutôt protectrice. Donc c'est important de le savoir. Le dispositif intra-utérin serait plutôt protecteur sur le cancer du col. Donc ces deux choses sont à balancer de façon extrêmement fine. Et je pense que, en conclusion, ce serait faire fausse route que d'avoir peur de la pilule en termes cancéreux. On peut retenir que ce n'est pas un facteur favorisant du cancer, bien au contraire. Il reste un petit doute sur le cancer du sein. Et de toute façon, c'est bien à partir de 50 ans de faire une surveillance par mammographie, échographie des seins. Une question d'Emma qui a 31 ans. Je refuse une contraception hormonale et ne supporte pas le stérilet au cuivre. Quelle solution? Je ne fume pas et je suis sportive. On peut utiliser par exemple un diaphragme, donc une petite membrane qu'on place sur le col de l'utérus avec éventuellement des gels spermicides. Ça fait des manipulations et c'est pas remboursé par la sécurité sociale, mais comme les contraceptions qui sont remboursées, c'est pilules, implants, stérilets, souvent quand on n'est pas partante pour ces méthodes-là, ça implique un coût évidemment. Sinon, le préservatif féminin ou masculin. Féminin, il ne prend pas beaucoup. Hein. Non, il n'est pas très populaire, hein. C'est vrai. Là, on nous propose autre chose, Céline, qui propose une douche vaginale après un rapport comme contraception associée au préservatif masculin. Est-ce que c'est efficace? La réponse... Là, pas du tout, parce que déjà, le fait de faire une douche vaginale, ça ne va pas annuler le risque qu'un spermatozoïde arrive jusqu'à l'ovule. Et puis, en plus de ça, les douches vaginales, ça vient complètement perturber le fonctionnement physiologique du vagin, qui s'équilibre grâce à la présence de nombreuses bactéries qui sont
sympa. Et donc, c'est en faisant des douches vaginales, en pensant nettoyer son intérieur, qu'on favorise tout type d'infection et qu'on est à risque. Par principe, de toute façon, pas de douche vaginale. Pas de douche vaginale. Oui, pas de douche vaginale. Et c'est curieux, l'association des deux préservatifs. Il suffit d'utiliser le préservatif. On a une contraception tout à fait acceptable. La douche vaginale, je partage complètement ton point de vue. Non, non et non. Vous savez pourquoi ça n'a pas pris, le contraceptif, le préservatif féminin? Pourquoi Ça n'a pas pris, parce que c'était quand même une manière pour les femmes de maîtriser cet aspect-là, quand même. Il a été décrié par les professionnels en premier, déjà, en disant c'est gros, ça fait du bruit, c'est compliqué à mettre. Ça n'a pas incité les femmes, je crois, à l'utiliser. C'est vrai, quand on regarde l'objet, on peut se demander comment faire avec. C'est pourtant assez simple et ça n'a pas pris. Maintenant, allez savoir. Il y a des pays en Europe où ça marche bien? Ou c'est très peu, utilisé? pas à ma connaissance. Non. Vraiment, c'est quelque chose qui, globalement, n'a pas beaucoup pris. Vraiment. Toutes les femmes peuvent-elles avoir une contraception ou y a-t-il des maladies qui ne le permettent pas? Je pense que là, il s'agit de contraception hormonale. Bien sûr, toute la question de la pilule et des risques de la pilule est liée aux contre-indications. Donc, bien sûr qu'il y a des situations où il y a des contre-indications formelles, c'est-à-dire tout ce qui va prédisposer l'individu, avant même qu'il ait pris quelque chose qui va aggraver les choses comme la pilule, un des troubles thromboemboliques par exemple, c'est le risque majeur de la pilule, c'est-à-dire la formation de petits caillots dans le sang et qui vont pouvoir migrer soit au niveau pulmonaire, soit au niveau cérébral. Donc quand on a fait un accident vasculaire cérébral, il y a une contre-indication. Est-ce que par exemple quand on a déjà fait des phlébites, c'est une contre-indication? Pas la phlébite guérie, traitée, mais si on a fait une phlébite, c'est qu'on a peut-être des facteurs favorisant à la constitution de cette phlébite, donc ça devient une contre-indication. Si nous n'avons pas de problématique constituant la phlébite en dehors même de la pilule, une fois qu'elle a été guérie et traitée, la prise d'une contraception, donc ça devient une phlébite fortuite, ça ne contre-indique pas formellement à distance la prise de la pilule. Et un tabagisme important? Le tabagisme important au-delà de 35 ans, c'est une contre-indication formelle à la pilule. Et d'une façon globale, il ne faut pas prendre avec légèreté l'association pilule et tabac, quel que soit l'âge, surtout si la consommation est très importante. J'ai même entendu parler de pilules pour fumeuses, parce qu'elles étaient moins dosées, parce que les hormones... Non, ça n'existe pas. L'association est néfaste. Élodie, 28 ans, à cause de migraines, j'ai changé de pilule pour une progestative. Mes migraines vont-elles disparaître? Alors, je ne sais pas trop comment répondre à la question parce que souvent les femmes parlent de migraines pour des céphalées. Alors, est-ce que c'est vraiment des migraines qui sont traitées avec des traitements adaptés ou est-ce que c'est des céphalées? Si c'est des céphalées, peut-être que le changement de pilule va pouvoir permettre qu'elle diminue ou qu'elle disparaisse. De toute façon, faut essayer pour savoir. On nous demande pourquoi l'anneau vaginal est si peu proposé. On va déjà regarder de quoi il s'agit. Oui, parce qu'effectivement, pour les jeunes femmes qui n'ont pas de risque vasculaire et qui ne veulent pas subir la contrainte de prendre tous les jours une pilule, il existe une autre contraception, comme l'anneau vaginal. Pour aller plus loin, je vous propose l'explication de Farah Kassri et Isabelle Gastebois. Vous avez toujours la même méthode de contraception, donc l'anneau. Pour vous, il est très bien toléré. Tout à fait. Bon, il n'y a pas eu de gonflement, de tension des seins, de maux de tête, vous le supportez très bien. Très bien. Cela fait 10 ans que Charline utilise l'anneau vaginal. Elle avait commencé par tester le patch contraceptif sans vraiment y adhérer. Je le plaçais sur la fesse. Ça se décollait très vite. On n'est pas sûr d'être toujours protégé. Enfin, quand on se pose des questions sur la protection, est-ce que ça fonctionne toujours bien? Est-ce que ça va aller jusqu'à la fin de la semaine? S'il se décolle complètement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on en recolle un autre? Est-ce que le cycle continue? Du coup, j'ai dû utiliser le patch environ 3 mois. Autre inconvénient, le patch doit être changé toutes les semaines, alors que l'anneau a une durée d'action d'1 mois. L'anneau contient des hormones qui sont contenues dans l'épaisseur de cet anneau. Donc l'utilisatrice va plier cet anneau et l'insérer tout au fond du vagin, parce que c'est là où il tiendra le plus facilement, et il va se redéployer.
les hormones de cet anneau vont diffuser, le vagin absorbe bien les différents produits et ça va passer dans la circulation. Ce sont les mêmes hormones à peu près qui s'apparentent à celles d'une pilule et ça va donc avoir les mêmes effets contraceptifs, donc très efficaces quand c'est employé correctement, bien entendu. C'est juste du bonheur, quoi. Ça prend, je sais pas, 3 secondes pour le mettre à peu près, 3 secondes, et 3 secondes pour l'enlever. L'enlever, c'est pareil, on va le chercher finalement et on le retire tout doucement quand même. Et effectivement, c'est très simple, quoi. Il n'y a pas de perte, c'est propre, quoi. Pour les femmes qui aiment qu'il n'y ait rien qui traîne, qui dépasse, qui sorte ou quoi que ce soit, c'est très propre, c'est parfait, quoi. Et d'autre part, il ne vous gêne pas, j'allais dire, au quotidien? Jamais. D'accord. Et il ne vous gêne pas dans les relations intimes, ni Jamais. vous, ni votre compagnon? Le compagnon, de temps en temps, il le sent. Il le sent? De temps en temps, ça s'enlève, Oui. mais c'est très rare. D'accord. Dans ces cas-là, vous savez qu'il faut le réinsérer rapidement. Oui, je le passe sous l'eau tiède et Voilà. je le réinsère. Malgré son efficacité, l'anneau n'est pas une contraception remboursée par la sécurité sociale. Son prix varie de 15 à 25 € selon les pharmacies. Alors là, dans le reportage, ça paraît merveilleux comme méthode. Pourquoi c'est pas si souvent employé, on n'en parle quasiment jamais? Parce que je pense que l'information, elle n'est pas toujours dispensée de façon complète. Et comme il y a d'autres moyens de contraception qui sont plus populaires et plus connus par un peu tout le monde, c'est vraiment important de pouvoir donner toutes les informations pour qu'elles choisissent en fonction d'elles, à ce moment-là, qu'est-ce qui convient le mieux, quoi. Je pense qu'il faut quand même rappeler que le gros intérêt de l'anneau, c'est le fait qu'on puisse l'utiliser que toutes les 3 semaines. Ça, c'est une facilité. Tout ce qui est longue durée d'action, c'est merveilleux pour les femmes. Mais ça reste une contraception œstroprogestative contre-indiquée dans les mêmes cas que la pilule. Quand j'entends la jeune femme dire c'est que du bonheur, oui. Mais c'est des hormones quand même. Ça reste des contre-indications, vraies, réelles. On entend tout et son contraire sur les liens entre pilule et prise de poids. Alors, en principe, les pilules actuelles, contrairement à celles qui existaient dans les années 50-60 quand la pilule a été inventée, qui était très fortement dosée, on ne peut pas incriminer les hormones mini-dosées à 20 ou 30 microgrammes d'être responsables de prise de poids très importante. Ce que va favoriser la pilule surtout, c'est plus de la rétention d'eau, donc une impression de gonflement, d'être un peu plus serré dans ses vêtements. Et puis, les progestatifs notamment peuvent stimuler l'appétit. Donc on aurait peut-être une tendance à manger un peu plus. L'ensemble peut amener à des prises de 2-3 kilos. Difficilement entendable si une femme dit « avec la pilule, j'ai pris 15 kilos ». d'accord. Il faut chercher autre chose. Oui. La pilule contraceptive induit-elle une augmentation de la pilosité? Pas à ma connaissance. Il peut y avoir des... Je pense pas. Mais il peut y avoir des augmentations de la pilosité qui n'ont rien à voir avec la prise d'un contraceptif œstroprogestatif. Léa nous demande si une femme de 45 ans doit encore avoir une contraception et si oui, laquelle privilégier et pourquoi. C'est très simple comme réponse. Au-delà de 45 ans, tant qu'on n'est pas ménopausé, il y a un risque de grossesse. Il y a des grossesses qui surviennent à 46, 47 ans. Donc c'est sûr, il faut une contraception. Les hormones sont contre-indiquées à cet âge-là. Et donc le dispositif intra-utérin a un grand intérêt à 45 ans. Qu'il soit au cuivre, voire aux hormones, parce que les effets sont moindres qu'avec une pilule œstroprogestative. Donc c'est le dispositif intra-utérin essentiellement, hormonal ou non. D'accord. Question de Gaëlle, peut-on utiliser une coupe menstruelle avec un stérilet? Alors ça c'est la grande question. Oui, il faut juste faire attention, mais comme quand on n'a pas de dispositif intra-utérin, à ne pas faire effet ventouse par rapport au col, bien pincer la base de la coupe menstruelle avant de la retirer. Et puis si on indique aux femmes comment chercher les fils de leur stérilet avec leurs doigts au fond de leur vagin, elles peuvent vérifier qu'il est là. Jessica demande si on peut mettre un stérilet quand on est vierge. Ah, Vous attendiez pas cette question. Est-ce qu'on peut mettre un dispositif quand on est vierge? La première question que j'ai envie de dire, en prévision d'un rapport à venir, évidemment. En prévision d'une vie sexuelle qui va démarrer.
C'est peut-être pas, soyons honnêtes, bien sûr tout est possible, hein. On peut arriver à utiliser un spéculum de vierge, trouver le col, poser. Franchement, en tant que gynécologue, je ne pense pas que ce soit la première. Quand je discuterai avec cette jeune fille, si elle est vierge, pour démarrer la contraception avec autre chose qu'un dispositif intra-utérin. Mais il y a possibilité d'installer un dispositif en vue d'un rapport prochain chez une femme jeune, vierge. D'accord. Question de Coralie, pourquoi ne parler que de la contraception d'un point de vue féminin? Ne faut-il pas être deux pour concevoir un enfant? Alors bien sûr, la contraception, ça ne doit pas être que une question qui repose sur les femmes. Il y a pas mal d'expérimentations un peu à plusieurs endroits dans le monde qui se font et qui se sont faites. Après, en France, c'est pas quelque chose de très populaire, mais on espère tous et toutes que ça pourra être une responsabilité partagée bientôt. Mais quel type d'expérience? Il y a des comprimés à base d'une plante dont j'ai oublié le nom, mais qui fonctionnent très bien en Inde depuis hyper longtemps, pour assurer, par exemple, que le mari puisse rassembler l'entièreté de la dot avant que sa femme soit enceinte. Il y a des slips chauffants qui font en sorte que les testicules soient à la même température que le corps au lieu d'un petit peu en dessous pour pouvoir fabriquer des spermatozoïdes. Voilà, il y a principalement. Toujours chez l'homme, la vasectomie, est-ce que c'est accepté en France? Question de l'or. Comment? La vasectomie est-elle légale en France? Elle est légale en France, mais c'est une contraception qu'on considère définitive, même si statistiquement ça peut arriver qu'après qu'on ait changé d'avis et renoncé à sa vasectomie, on puisse concevoir, mais c'est quand même les canaux différents qui permettent en tout cas, c'est pas une contraception indiquée quand on a possiblement un désir d'enfant. Est-ce que la pose d'un stérilet peut entraîner une modification de comportement, comme une libido troublée? Ça dépend du dispositif intra-utérin. Celui aux hormones, pourquoi pas. Ça dépend des femmes, mais justement, le dispositif intra-utérin au cuivre est peut-être la seule contraception qui n'a aucun effet sur la physiologie et le fonctionnement d'une femme. Donc, aucune raison, avec un dispositif au cuivre, d'avoir une libido qui change à cause du dispositif. Après, la libido, absolument. En revanche, avec le dispositif aux hormones, qui dit hormones, dit influence possible. Je voudrais à ce propos revenir sur la question de la contraception masculine. Elle existe. Il y a plein de recherches, comme tu as dit, il y a plein de choses, et notamment sur un modèle purement comme celui de la femme, ça existe. Le problème, c'est plus l'acceptation qui fait que ça ne décolle pas. Et je ne suis pas très optimiste. Ou par la femme, parce que les femmes peuvent aussi du coup se méfier, ils préfèrent maîtriser elles-mêmes leur contraception éventuellement. Qui est-ce qui n'accepte pas? C'est l'homme ou la femme? Les hommes, mais la femme, effectivement, se sent plus rassurée puisque c'est elle qui va porter le fruit de la conception éventuelle. Mais les hommes ont beaucoup de réticences parce qu'il y a des confusions, non seulement sur le plan sociétal de dire tu prends des hormones, mais la confusion entre puissance et fertilité. Et les hommes ont très peur d'avoir une atteinte de leur puissance virile, c'est-à-dire l'érection. Effectivement, ça peut arriver. La composition hormonale et toutes les contraintes que comporte la pilule pour hommes font que les hommes n'ont pas du tout envie de se lancer là-dedans. Or, les femmes ont accepté, dans les années 60, à prendre des fortes doses hormonales avec des effets secondaires très forts, mais on n'arrive pas à obtenir ça d'un homme. Mais bien sûr, c'est pas la même implication. C'est les femmes qui avaient la conséquence directe. Exactement. Donc, les femmes, sortir de ce bon. C'est très, enfin moi j'y crois plus. Émilie nous demande quels sont les moyens de contraception possibles après une grossesse, elle veut allaiter. Si elle veut allaiter, elle peut avoir un stérilet au cuivre. Elle peut aussi prendre une pilule uniquement progestative si pour elle la pilule c'est bien et qu'elle n'a pas envie d'un corps étranger par exemple dans son corps. Souvent c'est ce qu'on entend par rapport au stérilet. Le stérilet, on peut le poser combien de temps après l'accouchement? On le pose généralement lors de la visite postnatale, un mois après l'accouchement. Mais il faut savoir qu'on peut ovuler à partir de 21 jours après l'accouchement. Donc s'il y a rapport avant on pose du stérilet, préservatif. D'accord.
Question de Gaël, on vient de me diagnostiquer un SOPC. Quelle est la contraception la mieux adaptée dans ce syndrome? Vous pouvez peut-être dire ce que c'est un SOPC, traduire. SOPK, c'est ça. C'est un syndrome des ovaires polykystiques. Donc le syndrome des ovaires polykystiques, effectivement, ce sont des ovaires, c'était très bien montré sur le schéma, qui vont faire plusieurs débuts d'ovulation sans qu'aucune n'aboutisse. Finalement, il y en a une qui va aboutir au bout de 3, 4, 5, 6 mois. Et donc ces femmes ont des cycles très irréguliers, avec 1 ou 2 règles, 3 règles par an parfois, parce que justement ces ovulations n'aboutissent pas. Quelle contraception? Il faut une contraception, parce que la grossesse peut survenir n'importe quand, et justement, alors là, pour ces femmes, les méthodes naturelles sont totalement contre-indiquées. C'est incontrôlable. Et dans ces situations, il faut une contraception, bien sûr, et une contraception bloquante. Le dispositif n'est peut-être intra-utérin, sauf si c'est un choix déterminé de la femme, n'est peut-être pas la première contraception à utiliser, mais plutôt une pilule œstroprogestative qui va bloquer ces non-aboutissements d'ovulation tous les mois. Et donc mettre les ovaires au repos et faire disparaître les kystes. Merci beaucoup, toutes les deux, pour ces explications. Demain, dans le docteur, on répondra à vos questions sur l'insomnie. Ça concerne quand même 1 Français sur 3. Donc voilà, on verra ce que l'on peut proposer comme solution pour arrêter ces angoisses terribles liées à l'idée d'aller se coucher quand on sait qu'on ne va pas dormir. Voilà, ça c'est pour demain. D'ici là, passez une très bonne après-midi. Au revoir. À demain, bon après-midi.